Je pense, et d'ailleurs c'est un bon point pour commencer, comme tu étais à l'émission radio, j'ai vu. Ouais. Donc pour te présenter, comment du coup tu te présenterais pour le coup dans ce que tu fais? Par rapport à l'émission radio ou là, si je dois expliquer aujourd'hui à un inconnu ce que je fais. Si tu devais expliquer à un inconnu ce que tu fais. Ok. Donc moi, c'est Sarah Guérois et je dirais que je suis un peu une citoyenne du monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de quitter la France pour vivre des expériences à l'étranger. Et je dirais que j'ai eu la chance de pouvoir tomber dans le domaine de la conservation, au sens de la préservation de l'environnement, la conservation de la faune, de la flore, qui est vraiment un domaine assez fermé. Et donc, j'ai l'impression d'être un peu passager clandestin dans ce domaine-là, parce que c'était pas du tout ce que j'avais imaginé de ma vie. Et quand je prends un peu de recul, je me dis « Ah, ok, je travaille dans une association. » Il y a quelques mois de ça, j'étais encore en stage dans une asso. Et ça s'était même pas spécialement de ouf bien passé. Et là, je me retrouve coordinatrice dans une asso. Donc, préserver les derniers chimpanzés de Côte d'Ivoire. Donc, à la fois l'impression d'être hyper utile dans le travail que je fais et en même temps, l'impression de me battre contre un système qui ne changera pas et contre un mouvement qui est en marche et qui est inarrêtable, quoi. Donc, une vie un peu de contradiction, finalement. L'espoir et en même temps le désespoir. C'est quand la première fois que tu as ressenti cette contradiction du monde dans lequel on vit? Je pense qu'en tout premier stage dans le domaine du coup de la pollution plastique, là c'était chaud parce que en fait j'ai fait une sorte de stage de recherche avec. Ok, attends, juste pour qu'on recontextualise, parce que tu as fait plein de choses, tu étais en Martinique, maintenant tu es en Côte d'Ivoire, tu me parles de chimpanzés et maintenant tu as fait un stage dans plastique. Si tu peux faire une petite biographie de comment tu es arrivé en Côte d'Ivoire avant de nous parler de tes expériences. Bon, je commencerai par en fait la fin de mon bac. J'ai toujours été une élève très studieuse et j'arrive au moment du bac. J'ai le bac avec une mention et tout. Il faut faire des vœux. Mais j'ai tellement été studieuse que je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie. Okay. Je sais que j'aime bien certaines matières, mais je ne suis pas non plus passionnée. Enfin, voilà, il fallait faire des études pour rendre la maman fière, quoi. Et je suis un peu en mode, bon, je crois que j'aime bien l'histoire géo. J'ai envie de continuer de taffer, mais je me sens pas capable de passer des concours. Et pour moi, la géographie ne va pas sans l'histoire. J'ai toujours eu des profs adorables dans ce domaine-là. Donc, un peu inspirée par l'histoire géo. Et je fais des recherches et je me rends compte qu'il y a des doubles licences géographie-histoire. Moi, je suis quand même plus attirée par la géographie, mais je me dis, au cas où ça me plaît pas, il y a toujours l'histoire vers quoi je peux décaler au cas où.
Et je me dis, double licence, quoi. Pourquoi se Mhm. contenter d'une quand on peut en faire deux en même temps? Mais en même temps, ça nécessite pas de concours et il faut juste être sélectionné. Et je suis sélectionnée dans une double licence du coup à La Rochelle. Pour le plus Donc grand tu plaisir. viens de La Rochelle. Non, alors non, parce que du coup, moi, je suis née en Corse et après, mon papa était militaire, donc on a voyagé notamment, enfin, voyagé, non, on n'a pas tant que ça voyagé, mais on a plus fait le sud-ouest de la France. Donc à ce moment-là, mes parents étaient, je crois, en Dordogne. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de double licence géographie-histoire, c'était soit Paris, soit Lyon. Et puis, ma mère m'a dit, tu veux pas chercher quand même encore un peu? Et je me rends compte qu'il y en a une qui, c'est la première année, qui ouvre à La Rochelle, quoi. Et ma mère me dit, c'est quand même un choix beaucoup plus intéressant pour Mhm. venir te voir, c'est moins loin et puis c'est quand même agréable, La Rochelle. Donc je pars faire mes études là-bas. Je finis en colocation, tout ça. Il y a le Covid aussi pendant cette période-là, donc c'est pas la meilleure partie de mes études. Mais en tout cas, je finis ma double licence. Mhm. Et étant dans une ville littorale, assez naturellement, j'avais des cours en fait sur le littoral, la gestion du littoral, tout ça. Donc, je me spécialise là-dedans. Et j'ai deux choix qui m'intéressent vraiment, soit Brest, soit Montpellier. Je me dis, bon, le soleil, la bande ambiance, et, à Montpellier. Et donc, vraiment, l'intitulé exact, c'est géographie, je crois, développement, aménagement, environnement, mais très peu d'environnement, beaucoup de questions d'aménagement plutôt, etc. Et donc, gestion des littoraux et des mers, et même plus gestion du littoral en vérité. Et je m'y retrouve pas trop dans ce master, mais je vais jusqu'au bout. Et il faut trouver déjà un premier stage, la galère. Et je sais que tu étais quand même sensible à l'environnement, donc je pense que c'est ça qui me manque un peu dans mon master. Et finalement, je postule pour un stage directement à Montpellier parce que je voulais pas partir tout de suite. J'avais mon copain à ce moment-là. Mhm. Je voulais pas changer de ville et du coup, je fais un stage et donc je suis prise dans un stage. Alors, c'est hyper intéressant et c'était un trop bon stage, mais c'était pluridisciplinaire dans le sens où je suis une géographe qui arrive dans un labo de biologiste. Et ce Mhm. biologiste étudie le risque d'antibiorésistance et la dissémination par les plastiques en mer et notamment Tu peux répéter ça, s'il te plaît? Biologiste, le risque de le risque d'antibiorésistance. anti. Et le risque d'antibiorésistance, en fait, c'est le, à force de prendre des antibiotiques, Ah, on peut ok. développer une résistance à certaines bactéries. C'est Ok. pour ça qu'on dit que les antibiotiques, c'est pas automatique. Il faut faire hyper gaffe. Ça, c'est une phrase Antibiorésistance, ouais. ouais, parce que c'est un gros truc de santé publique, enfin, vraiment un risque majeur. Enfin, je vois, tu vois, en étant en Côte d'Ivoire, par exemple, les gens prennent des antibiotiques n'importe comment, quoi. Malheureusement pas informés sur le sujet. Et même quand tu essayes de les informer, c'est une pratique. Enfin, ils ont passé un cap vers la médecine moderne et c'est affreux, quoi. Et vraiment, moi, ça m'horripile. Mais bon, bref, je y reviendrai plus tard, peut-être. Et donc, Mhm. du coup, il y a donc ce thème très particulier parce qu'il y a des études chinoises, notamment, qui sont en train de sortir sur le fait que les plastiques en mer pourraient disséminer les bactéries résistantes aux antibiotiques. Donc, vraiment, la cata, quoi, si c'est le cas, parce qu'après, il y a toute la problématique de on ingère du plastique par les poissons, par l'eau qu'on consomme, etc. Donc, en fait, s'il y a des bactéries résistantes dessus, on les foutu et on va, Mhm. même sans consommer trop d'antibiotiques, on va naturellement, de toute façon, devenir résistant à certaines bactéries. Et en fait, quand on est vraiment malade et quand on doit vraiment prendre des antibiotiques et que c'est dans l'urgence pour éviter une septicémie, on se rappelle très rapidement l'utilité des antibiotiques. Mhm. Donc, je fais ce premier stage qui est passionnant parce que du coup, je suis avec des gens qui ne sont pas du même domaine que moi. Il faut que j'apprenne à comprendre des biologistes. Il faut que ces biologistes arrivent à me comprendre. Donc, on fait des séances de travail où j'explique ce que je fais. Ils ont plein de questions. Ils sont hyper curieux. Ça les intéresse de ouf. Bon, bref. En tout cas, c'était vraiment mon premier pas, je dirais, dans le domaine de l'environnement. Et donc, c'est un stage de recherche. Mhm. Et je fais des enquêtes auprès des habitants. Donc, je dirais un petit taf sympa de stagiaire, mais pas un truc qui m'amène beaucoup de compétences. Enfin, j'ai pas l'impression, en tout cas, de développer des compétences hyper techniques en lien notamment avec mon master. Je fais ma deuxième année de master et je choisis un stage. Enfin, je suis prise à plusieurs stages, mais je choisis celui en Martinique dans une association qui œuvre notamment pour la préservation des récifs coralliens. Ok. Donc, pareil, même système, c'est des enquêtes en fait que je dois mener auprès des habitants, mais là, on est vraiment sur des enquêtes hyper complètes.
un peu presque sociologique pour comprendre, en fait, de par leur vie, comment ils en sont arrivés à avoir telle conséquence sur le enfin, telle connaissance sur le milieu marin, etc. Pareil, c'est hyper intéressant. Les gens me parlent de des descendants de colons et des descendants d'esclaves et des conflits qu'il y a encore actuellement. Ils me parlent de la vie chère, on me parle du chlordécone, on me parle une chose qui me touche énormément et qui renvoie notamment à l'époque coloniale. Et je m'attache un peu à cette histoire-là. Et donc, je termine ce stage, mais je sais que je ne vais pas avoir de travail parce que c'était encore un stage de recherche sur des enquêtes. Et je sors de là, je n'ai pas l'impression d'avoir de connaissances, mais ma spécialité, en quelque sorte, c'est la sensibilisation et l'éducation un petit peu, etc. Donc, avant même de finir mon stage et de passer ma soutenance, je regarde un petit peu les offres d'emploi, qu'est-ce que je pourrais faire d'ici, parce que je ne veux pas connaître le chômage, vraiment pas. Et je me rends compte qu'il y a rien en France. Et il y a un truc qui me tape à l'œil sur un réseau social spécialisé dans les offres dédiées à l'environnement, pour les postes dédiés à l'environnement. C'est volontaire éducatrice dans un centre de conservation pour chimpanzés en Guinée. Ok. Je me dis, je crois que je ne peux pas revenir en France. Je ne peux pas, en tout cas, dans la durée, être en France parce que ce que j'ai vécu en Martinique, c'est indescriptible. Et la culture, la façon de vivre, enfin, de découvrir quelque chose de tout nouveau aux antipodes de ma vie d'avant, je ne peux pas revenir à un truc aussi basique, en fait. J'avais l'impression que la vie en France était basique. Et du coup, je rentre quand même en France pour voir ma famille et j'ai la réponse assez rapidement. Je suis prise à ce volontariat. Et je dois partir 1 mois plus tard, donc il faut que je fasse tous les vaccins et très très rapidement. Et donc je me retrouve en Guinée. Tu n'étais pas antibiorésistante du coup à ce moment-là? Et non, là il fallait en fait, parce que quand tu vas dans certains pays en Afrique et puis dans certains pays en Asie et je crois en Amérique latine, mais tu es obligé de faire notamment le vaccin de la fièvre jaune. Sinon, tu ne rentres pas sur le territoire. Donc j'avais pas trop le choix. J'avoue que quand on va à l'Institut Pasteur, on te fout un peu la pression, on te dit « Ah, mais ça, c'est très risqué, et puis ça aussi ». Donc, je me suis retrouvée avec 4 vaccins, alors que je suis hyper anti-vaccin et que le dernier, je l'avais trafiqué pour pouvoir passer en terminale. Et qu'on ne pose pas de problème, mais non, vraiment, à la base, je ne suis pas trop vaccin, mais quand tu voyages, c'est un peu obligatoire. Voilà, donc je me retrouve en Guinée à faire ce que je sais faire, c'est-à-dire de la sensibilisation auprès des enfants, sur le sujet de l'environnement de manière générale, ça m'intéresse spécifiquement des chimpanzés. Puis de fil en aiguille, avec les expériences, on finit par me proposer un poste en Côte d'Ivoire, notamment parce que j'ai été au contact des chimpanzés en Guinée, sans trop le voir. Et donc, on voit un peu ma détermination. Donc, on me propose d'être coordinatrice dans une asso, toujours en lien avec les chimpanzés, mais vraiment à plus petite échelle, parce qu'il y a beaucoup moins de victimes du braconnage. Enfin, il y a beaucoup moins d'individus dans cette association. Donc, voilà. Donc en Côte d'Ivoire, il y a moins de victimes du braconnage qu'en Guinée, c'est ça? Non, nous, notre association, en tout cas, elle est plus récente. En Côte d'Ivoire, c'est la même directrice. Ah, ok. Voilà. Donc Du coup, il y a beaucoup moins de chimpanzés en captivité, entre guillemets, chez nous et en cours de réhabilitation. Il y en a beaucoup plus en Guinée. Voilà. J'ai encore plus appris. Ok. Et du coup, là, par rapport à ça, par rapport aux chimpanzés et comment tu es arrivé en Côte d'Ivoire, tu m'avais raconté une anecdote sympa la dernière fois. Est-ce que il y en a deux, même. En vrai, la première, ça faisait 1 mois, peut-être 1 mois et demi que j'étais là. Donc vraiment, je partais, en fait, ma mission, c'était de partir avec les éducateurs guinéens. On partait dans les écoles et puis on montait, on créait des supports, etc. Et vraiment, je n'étais pas censée aller au sanctuaire qui était à 6 heures de route. Enfin, j'avais aucun intérêt à aller là-bas, puisqu'encore une fois, on ne faisait pas de la sensibilisation spécifiquement sur les chimpanzés. Donc, je n'avais pas besoin d'acquérir non plus des connaissances. Mais de toute façon, ces connaissances-là, je les avais acquis au fur et à mesure, en discutant aussi avec mon manager, etc. Et puis, un jour, on reçoit un appel comme quoi il y a un bébé chimpanzé dans un village qui va être récupéré par les autorités. Et donc, on nous demande de me réceptionner. Donc, on accepte. Donc, ce bébé-là, il doit passer par le bureau en ville avant de partir au sanctuaire bien au fin fond du parc national.
Et donc, c'est un bébé chimpanzé de 2 ans. Elle arrive, c'est le conservateur du parc qui nous l'amène, etc. Et puis, ils n'avaient pas enlevé la corde. Donc, ils la posent par terre, ils enlèvent la corde. Et nous, on est tous accroupis. J'ai mon manager qui est en train de prendre des photos parce qu'il faut aussi que ma directrice puisse nous donner des conseils à distance, tout ça. Donc, il est là à prendre des photos, tout ça. Il ne profite pas vraiment du moment. Et assez naturellement, elle vient vers moi. On l'a appelée Morgane. Bon, je vais l'appeler Morgane directement. Et elle est venue naturellement vers moi par besoin de rassurance et par besoin d'avoir une maman de substitution, tout simplement. Je la prends dans mes bras. Enfin, je sais pas le choix, quoi. Elle m'a choisi. On essaye de lui donner à manger. Elle a le ventre très gonflé. Enfin, voilà. Et puis, le lendemain, à l'époque, on avait des véhicules qui partaient 2 fois par semaine au camp. Donc, le lendemain, il y a un véhicule qui part au camp et je comprends qu'il faut que je mette un peu de côté mes activités d'éducation parce que là, j'ai un bébé accouché à moi et que je peux rien faire d'autre que de l'amener au sanctuaire, là où il y a une volontaire qui est vraiment dédiée de toute façon pour ça. Donc, je sais que c'est une situation qui est temporaire. Et voilà, et j'ai l'impression de devenir maman soudainement parce que du coup, j'ai un bébé avec moi qui tousse un peu, donc qui est vraiment pas en bonne santé parce qu'elle a des vers notamment dans le ventre, ça on le saura plus tard, mais donc elle tousse parce que ces vers-là lui chatouillent un peu l'œsophage, tout ça. Et puis donc j'essaye de faire mes affaires parce que je dois partir précipitamment un peu le lendemain. Donc je suis là, je fais mon sac. Quand elle tousse, je m'inquiète. Quand je n'entends plus respirer, je m'inquiète. J'ai l'impression d'être vraiment une maman, quoi. Et donc bref, le lendemain, on part. J'essaye de la rassurer comme je peux parce que ça bouge énormément. On n'est pas sur des routes très structurées. Et puis dans les villages, on passe à travers les villages, ils voient ça et tout. Ils sont étonnés, ils sont contents de voir un bébé chimpanzé. Donc j'arrive au sanctuaire et on fait la passation avec cette fille. Donc en tout, il lui reste à peu près 5 jours au sanctuaire. Donc, et puis après, je repars vaquer à mes occupations. Mais bon, je peux dire quand même que j'ai eu la chance d'être maman de substitution pendant quelques jours d'un bébé chimpanzé. Et je pense que ça a déjà marqué un peu mon investissement. Et puis, naturellement, j'avais un peu visité déjà le sanctuaire. C'est bon, j'avais vu les chimpanzés, tout ça. Et puis, quelques mois plus tard, je crois que c'est au mois de décembre, on a un chimpanzé au sanctuaire qui s'en va, qui fuit. Parce qu'il avait un peu des problèmes d'intégration dans son groupe, il me semble, des choses comme ça. Mais vraiment, il arrive à s'enfuir. On ne sait comment. Et donc, c'est un peu la panique parce que c'est un chimpanzé qui a toujours vécu dans son enclos, nourri par ses soigneurs. Donc, on ne sait pas s'il va être capable de se débrouiller en nature. Et on tient énormément à ces chimpanzés quand même, notamment la directrice. Et il faut savoir que la directrice, souvent, les a connus très jeunes. Et puis, je ressemble en fait un peu à la directrice quand elle était jeune. Elle était brune et blanche, je crois. Voilà. Faisant court, en tout cas, les chimpanzés ne vont pas trop voir la différence. Et donc, quand on reçoit un premier appel, parce qu'on lance un peu un avis de recherche parmi les villages, parce qu'on sait qu'il ne va être pas si loin que ça, il y a quelqu'un qui nous dit qu'il a vu un chimpanzé, tout ça. Alors, pour paniquer, c'est barré, mais donc, on sait qu'il y a un chimpanzé dans la zone. Et donc, on demande d'aller sur cette mission-là, parce qu'on se dit que peut-être si le chimpanzé me voit, il sera tenté de s'approcher, parce qu'il aura l'impression que c'est la directrice, en fait, qu'il connaît bien. Et donc, j'y vais avec un soigneur et puis le veto. Et puis, le veto, il n'est pas trop pour que je sois là. En fait, tout le monde n'est pas d'accord sur ce qui se passe actuellement. Mais il n'est pas trop pour qu'une volontaire qui ne s'y connaît pas dans le soin des chimpanzés, etc., soit là, tout simplement. Parce que c'est quand même des êtres qui peuvent être à la fois très délicats, mais aussi qui peuvent te casser un doigt parce qu'ils ont une force 7 fois supérieure à la tienne, quoi. Donc, bon. Donc, moi-même, je ne suis pas trop rassurée, je ne sais pas trop ce que je fais là, mais en tout cas, je montre le courage, quoi. Et donc, on l'appelle, il s'appelle Hakim, donc on l'appelle à travers toute la forêt, et puis on passe 2 jours, comme ça, je me rappelle, on passe la nuit au village, le lendemain, on repart, on appelle, et puis il y a... Bon, on ne le trouve pas, quoi, et puis on en déduit qu'en fait, c'était pas lui, parce que le chimpanzé a fui, alors que probablement, il aurait suivi jusqu'au village, parce qu'il est proche des êtres humains, et qu'il aurait cherché à manger, quoi. C'est compliqué dans cette savane-là. Enfin, c'était un parc national, mais c'était beaucoup de paysages de savane, donc il n'allait pas trop s'en sortir. Donc on repart, et quelques mois plus tard, on accueille des naturalistes au niveau du site de relâché. Il y avait les sites d'éducation, il y avait le sanctuaire, et puis il y avait le site de relâché. Donc, il y a des gens qui viennent et qui le prennent en photo, et qui ne savent pas tout de suite que c'est le chimpanzé qui s'est échappé de chez nous. Et donc, le temps de faire le signalement, tout ça, on sait que c'est Hakim.
Et donc, pareil, on m'appelle sur la mission. À ce moment-là, je suis pas loin, je suis sur l'autre site d'éducation, le deuxième site d'éducation. On avait échangé avec le volontaire. Et donc, on me dit, tu fais pas tes activités d'éducation, là, tu mobilises tout le monde, éco-garde et compagnie, et puis tu vas le chercher, quoi, parce que la problématique, c'était que la limite, c'était le fleuve, la limite entre la zone tampon et puis la zone plus vraiment protégée, partiellement, enfin non, entre la zone justement intégralement protégée et la zone tampon. Et donc, on avait peur qu'il traverse ce fleuve et qu'il soit du mauvais côté, qu'il soit du côté des villages et qu'il se fasse tuer, quoi. Donc, il fallait vraiment qu'on le retrouve. Donc, on a formé 4 équipes de 3 ou 4 personnes et on longeait toute la journée les rives tout proches et puis à plusieurs kilomètres pour essayer de le trouver toujours un peu dans le créneau. Au bout de 2 jours, on abandonne. On se dit, bon, il n'est pas là, il a disparu, on ne sait pas où il est. On cherche une aiguille dans une botte de foin, quoi. Et voilà, et il passe encore quelques semaines, quelques mois, et je fais encore ce trajet-là jusqu'au site de relâcher. Et puis, je retourne, on est dans l'autre sens. On avait un véhicule et on faisait les trajets en voiture parce qu'on réapprovisionnait le site de relâcher. Donc, moi, je profite de ce voyage-là pour retourner à mon site d'éducation initiale. Et puis, sur le chemin, on doit s'arrêter parce qu'on a une journaliste qui est venue pour filmer un peu du contenu en forêt. Elle est avec mon manager et puis elle est avec des éco-gardes aussi. Donc, on s'arrête, on sait qu'il faut qu'on s'arrête et puis on les attend. Et le chauffeur perd un peu patience à un moment donné, donc il va vers la rive pour essayer de les appeler parce que c'est pas vraiment lui. Et là, quand je le vois partir en même temps, je vois un chimpanzé qui le suit. Et je me dis, mais un chimpanzé tout seul, c'est assez rare. Et surtout qu'il suit un être humain, normalement, il suit plus qu'autre chose. Donc je me dis, c'est probablement Hakim, quoi, mais je suis pas préparée. Là. Enfin, je suis pas là pour ça, je suis pas dans cette mission-là. Et je me dis, bon, je vais vérifier quand même. J'oublie même d'en prendre un masque parce que normalement, on porte un masque pour les protéger des maladies. Et donc, je m'approche. Je suis à une vingtaine de mètres de lui. Il me regarde, il s'assoit. Et je comprends que c'est lui parce qu'un chimpanzé sauvage, ce serait en allée. Et je suis un peu là, je me liquéfie, quoi, parce que je me dis, bon, je suis en face d'un chimpanzé, il est là maintenant, il faut que j'arrive à, je ne sais pas, à le maintenir dans la zone le temps qu'on appelle des secours, etc. Mais je ne sais pas trop comment m'y prendre, quoi. Et puis je crie comme ça au chauffeur, je lui dis, il y a Hakim, faut ça, là. Et en fait, j'ai tourné la tête pour le crier ça, et puis quand je retourne la tête, le chimpanzé est en train de faire le reste du chemin vers moi. Et qu'il n'a pas peur, quoi. Il s'approche et puis faut imaginer que ça fait 3 mois qu'il n'a pas vu quelqu'un, qu'il n'a pas vu une femelle d'autant plus, donc il est excité, mais dans tous les sens du terme. Donc il arrive un peu comme ça, et voilà, je me chie dessus, quoi, vraiment. Je me dis, il va me casser en quatre, quoi. À ce qui même dans l'excitation, il y a un geste, en fait, peut-être un peu violent sans le voir. Comme j'ai dit, il a une force 7 fois supérieure à la mienne, donc je me dis, il va me casser un truc, quoi. Et en fait, il arrive avec délicatesse et moi, je fais ce fameux bruit un peu dans la panique qui est une invitation à l'épouillage. Donc, c'est ce bruit-là. Donc, je me mets à faire ce bruit-là et puis je commence à vouloir l'épouiller. Il commence à regarder si moi, j'ai pas des trucs à enlever, des petits boutons, des petits machins. Et donc, j'essaye ensuite je suis toujours en train de me liquéfier de l'intérieur parce que ça peut changer d'humeur à tout moment. J'essaye de me rapprocher de la voiture avec lui. Il voit le chauffeur, ça l'énerve un peu parce qu'il a l'impression que c'est son concurrent, quoi. Parce que c'est bon, là, madame. Donc, du coup, il commence à s'éloigner, pas content. Et donc, moi, je le suis et puis on se rassoit. Et puis, il y a vraiment ce moment, enfin, c'est indescriptible, mais on est là, on s'épouille comme 2 amoureux, comme si c'était mon âme sœur. Il y a quelque chose aussi dans le regard des chimpanzés qui est très, très intense. Donc, on est là, moi, je le regarde dans les yeux, je vis un truc incroyable, quoi, que je n'avais pas surtout imaginé en venant en Guinée. C'est-à-dire que j'étais vraiment venue en Guinée en me disant, je viens pour les communautés, je viens pour apprendre une culture, mais j'étais détachée du fait de venir voir les animaux parce que je me disais, bon, ça, c'est inaccessible, quoi. C'est pas pour moi et je suis pas soigneuse, je suis pas tout ça. Donc, je m'attendais pas à avoir ce contact-là, quoi. Et je passe comme ça un certain temps, on s'épouille, on est en train de se gueuler des trucs avec le chauffeur pour qu'il donne des informations à la radio, c'est très compliqué. Et puis finalement, la journaliste avec mon manager et les éco-gardes arrivent, donc ils sont prévenus très rapidement de la situation. Donc le chimpanzé, par curiosité, va les voir. Moi, j'ai un peu peur qu'il aille leur casser la gueule, quoi,
parce qu'il peut vite s'agacer. Et effectivement, tout le monde se couche un peu, il fait un peu son cinéma. Et on dit qu'il display un peu, c'est-à-dire qu'il va montrer un peu des signes d'avancement. Et finalement, il est content de voir du monde. C'est comme si on formait de nouveau un groupe tous ensemble. Donc, il s'approche de tout le monde, il dit bonjour à tout le monde. Et puis, il reste beaucoup avec moi quand même. Dès que je m'éloigne pour aller vers la voiture, parce que j'ai chaud, j'ai soif, j'ai qu'une envie, c'est d'aller boire. Il est un peu agacé, quoi. On sent qu'il commence à vocaliser tout ça. Donc, j'ai beaucoup de vidéos où on entend les autres dire « Ah, bon, elle a trouvé son mari, tout ça. » On a vraiment l'impression d'être un couple, quoi. Et j'ai des photos magnifiques, du coup, grâce à cette journaliste qui était présente. À un moment donné, par exemple, il s'éloigne, donc je vais pour un peu le rattraper et j'essaie d'être la plus délicate possible. Et donc, il y a vraiment ce moment où on est tous les deux, où on s'est éloignés et puis on est encore un peu dans notre bulle, quoi. Et par exemple, il y a cette photo où il tient mon menton entre ses dents, en fait. Donc, il y a mon masque, mais moi, je le sais à ce moment-là. Donc, il peut claquer des dents, il peut faire ce qu'il veut, il aurait mon menton à lui, quoi. Enfin, vraiment, il se serait désolidarisé de mon corps s'il avait fait ça, quoi. Et non, il est d'une délicatesse, il n'a pas de gestes violents, etc. Et on passe encore quelques heures comme ça. On sait que le véhicule arrive vers nous, mais bon, les distances entre les camps sont assez importantes. Donc, on finit par marcher vers le véhicule, prendre un peu d'avance. Il nous suit. Parce que C'est vraiment, lui, là, du coup, sur les photos. C'est ces photos-là dont tu m'avais parlé, que tu ouais, m'avais envoyé. Je sais ouais, plus c'est si ça. je... Exact. Donc là, il est en train de jouer avec mes lacets. Enfin, il est trifouillé de partout. Ouais. Ouvrir tout ça, quoi. Et, euh, et là, on dirait des photos de mariés. Il a quel âge? Il a une trentaine d'années, lui, je crois. Quelque Ok. chose comme ça. Et l'espérance de vie d'un chimpanzé, c'est combien environ? Je crois qu'il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, que c'est une quarantaine d'années à l'état sauvage. Bah, faut considérer le risque de braconnage, tout ça. Mhm. Et après, en captivité, ça peut aller jusqu'à 60 ans. Ok. Parce que, bah, là, ils sont bien nourris et ils sont bien traités. Mais il n'avait pas spécialement perdu de poids, il était bien en forme, il avait toujours son petit ventre tout rond. Et ouais, quand je vois ces photos, c'était... Oh, c'est un peu émouvant. Ouais. Et donc, ouais, c'était un moment un peu unique. On était un peu... Ouais, comme c'est bizarre, en fait, de voir ces photos, de se dire oh, une telle proximité, etc. Et d'ailleurs, c'est pas souhaitable. C'est parce que c'est vraiment des animaux qui, malheureusement, ont toujours vécu en captivité. Les chances de relâcher sont en général assez faibles, mais ça dépend pas seulement du sanctuaire. En général, c'est aussi toute une histoire de protection de la forêt, d'accord aussi de la part du gouvernement, tout ça. Ok. Donc, voilà. Donc, c'est des animaux qui sont très, très proches de l'être humain, mais c'est certes mignon, mais voilà, je tiens à faire ce petit disclaimer, c'est pas normal. Et c'est ce moment privilégié que j'ai eu était incroyable, mais c'est pas souhaitable. C'est ça, la photo est... Bon, on le voit pas très bien, mais... Ouais, je crois que là, si on zoome vraiment, on capte qu'en fait, Mhm. là, Mhm. c'est dedans, quoi. Donc, on a l'impression qu'il me fait un bisou sur ces photos-là. Et, euh, et donc, ouais, on finit par réussir à m'endormir après plusieurs minutes de marche. Et je suis épuisée, quoi, parce que j'ai passé 4 heures à faire ce bruit Mhm. sous un masque. J'ai chaud, j'ai trop soif. Ils n'ont pas ramené suffisamment d'eau. Donc, je pense que la directrice était assez satisfaite. Elle était soulagée qu'on les retrouvait. Et c'est ça qui m'amène en Guinée, puisque bah, on décide en fait de me faire confiance. On voit que je suis investie aussi. Donc, ça amènera à cette nouvelle opportunité en Côte d'Ivoire. Mhm. Où t'es depuis maintenant? Je suis arrivée en juillet 2025, 14 juillet 2025. Ok. Là, ça fait 8 mois, dans quelques jours, là, ça fera 8 mois. Hey. Ok. Ouais. J'ai plein de questions. La première, c'est... ouais, j'en avais parlé aussi avec Virginia, dont je t'ai parlé. Je t'avais envoyé la première discussion qu'on avait eue avec elle. C'est ta relation avec l'instinct pour justement créer ce lien avec les animaux qui n'est pas intellectuel, où on ne parle pas du tout le même langage qu'eux. Il y a un côté beaucoup plus intuitif, j'imagine, pour pouvoir comprendre leurs besoins, leurs envies. Comment ça s'est passé cet apprentissage pour toi
et surtout, qu'est-ce que ça t'a appris de toi? Effectivement, en fait, sans avoir fait une formation de soigneuse, il y a quelque chose d'assez instinctif et on comprend assez rapidement et on retrouve un peu notre instinct primaire de protection, tout ça, parce que quand un chimpanzé, par exemple, s'agace, tu vas vite le savoir, tu vas pas te mettre en danger, etc. Pareil, quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, il fallait, j'allais souvent au camp des petits singes par souci de volontaire, je dirais. Et du coup, très, très rapidement, sans avoir été soigneuse, je me rendais bien compte quand il y avait quelque chose qui n'allait pas chez un singe, quoi. Quand ils étaient pas de trac, tout ça. Donc, je dirais que ça t'apprend que... Alors, pas uniquement sur moi, ça m'apprend pas uniquement quelque chose sur moi, mais ça m'apprend quelque chose sur l'espèce humaine de manière générale, mais on a oublié ces instincts-là. Et la vie, c'est que ça se réapprend. Ça revient aussi assez naturellement, mais d'une autre manière, ça se réapprend. Et quand je vois, par exemple, je suis fascinée quand je vois notamment les petits singes. Certains, chez nous, ont toujours vécu en captivité. Ils ont, par exemple, été un animal domestique et puis ensuite, ils sont arrivés chez nous. Ils n'ont pas eu l'occasion de faire des sorties en brousse. Et pour autant, quand tu leur proposes un fruit sauvage, bah, ils font savoir, sans même le goûter, si c'est bon pour eux ou pas. C'est-à-dire que s'ils te le jettent, c'est qu'en général, le truc est toxique ou que c'est pas bon. Donc, et du coup, c'est quelque chose. Alors, c'est le cas pour les petits singes, mais ce n'est pas le cas pour les chimpanzés qui sont en fait très proches de nous. Et c'est en ça que je me rends compte qu'on a perdu notre instinct, tout comme les chimpanzés qui ont vécu toute leur vie en captivité. Parce que pour le coup, un chimpanzé, tu lui présentes quelque chose de toxique, il est capable de le manger. Tout comme nous, en fait. Tu nous présentes un fruit tout joli, tout rouge, tu nous dis c'est bon pour la santé. On ne va pas trop se poser la question, quoi. Et je pense qu'à la base, il y a quelque chose d'assez instinctif chez nous. Et je pense que c'est comme une sorte de part de notre humanité qui a disparu, quoi. Parce que je pense que c'est ça qui fait de nous aussi des êtres humains. Et je pense que la vie quotidienne, le fait d'être guidé par... voilà, on nous a dit qu'il fallait manger ci, on nous a dit de faire ça, etc. Bah, c'est qu'on a totalement perdu à la fois notre libre arbitre, à la fois nos instincts primitifs. Bon. Parce que c'est quelque chose aussi que je constate, par exemple, dans la médecine, mais avant, les gens se soignaient avec les plantes. Et bon, je pense qu'il y a eu des petits échecs, des gens qui ont dû souffrir un peu de surdosage ou de trucs un peu toxiques, etc. Mais les gens savaient se guérir avec les plantes. On aurait dit, tu trouves un gars en plein milieu d'une forêt tropicale, il est incapable de savoir ce qui irait pour soigner une plaie, pour soulager son maux de ventre, tu vois. Donc, ouais, des instincts qui ont disparu. Côté instinctif. Et tu as parlé aussi de culture qui était très enrichissant de ce que tu as pu vivre en Martinique notamment. C'est quoi les souvenirs qui t'ont le plus marqué? Souvenirs du coup, ouais, culturels. Je pense que c'est vraiment cette déchirure entre Békés et descendants d'esclaves. Les Békés étant les descendants des colons. C'est leur là qu'ils sont aujourd'hui. Et qui sont très... c'est-à-dire, on ne va pas confondre un touriste avec un béquet, parce qu'en général, ils ont une famille quand même assez particulière et assez... enfin, on les connaît, quoi. Donc, il n'y a pas de risque quand on est un touriste, quand on vient un peu s'expatrier, si je peux dire ça comme ça, en Martinique. Mais par contre, dans les témoignages, c'était vraiment touchant. Et j'étais en pleine empathie avec ces personnes-là et j'avais l'impression de réussir un petit peu à vivre ce qu'ils avaient pu vivre à l'époque de la colonisation. La manière dont on les a dépouillés de leurs biens, la manière dont on les a dépouillés de leurs terres, la manière dont on les a empoisonnés. En fait, avec le chlordécone, ça, c'est déjà des choses qui ont vraiment été dites et rabâchées, notamment concernant la production de bananes. J'ai entendu des choses parfois, le fait que, par exemple, les Martiniquais, les Guadeloupéens payaient plus cher leurs bananes
qu'en métropole, parce qu'en fait, les bananes viennent de chez eux, mais on les fait partir en France pour aller dans des fours, pour les faire mûrir, et puis ils reviennent. Donc, cette fin-là, ça n'a aucun sens, quoi. Et les gens étaient... Enfin, c'était vraiment le... Il y a cette vie... voilà, quand on regarde, on se doute pas que les gens ont autant de rancœur, autant parfois de haine envers des personnes qui habitent sur leur même île, des personnes qui parfois ne se sentent pas du tout concernées par la colonisation parce que ce que leurs ancêtres ont fait, bah, c'est... Voilà, ils sont pas responsables non plus, quoi. Il y a vraiment cette déchirure au sein même de la population martiniquaise qui est assez... Enfin, c'est très perturbant et c'est très attristant de voir qu'il y a cette rancœur, quoi. Et qui est justifiée, bien sûr, mais enfin, c'est dommage de ne pas avoir le cœur apaisé. Et surtout, en plus, quand je suis partie de Martinique, il y avait à ce moment-là une grosse grève qui s'est déclenchée. Ils ont complètement, je crois, bloqué les ports, etc. Mais définitivement, ils étaient en train de se révolter. C'était vraiment à quelques jours, je suis partie peut-être vraiment début septembre. Mi-septembre, c'était la guerre civile en Martinique, quoi. Et ils étaient vraiment révoltés contre la vie chère parce qu'aujourd'hui, il y a une forme de néocolonialisme où aujourd'hui, les béquets ont tous les grands groupes commerciaux. Et c'est eux qui décident du prix, par exemple. Donc, ils ont... des steaks congelés à 18 €, des plaquettes de beurre à 6 ou 8 €. Enfin, et c'est une détresse qui m'a beaucoup touchée. Et du coup, ça renvoie nécessairement à une histoire très particulière et très désolante. Et du coup, dans tout ça, quand c'est avec ça que tu as ouvert la discussion, ça veut dire quoi pour toi être une citoyenne du monde? Ça veut dire déjà, d'une part, ne pas prendre parti et venir pour prêter une oreille attentive. Bon, c'est aussi ne pas s'identifier à un pays en particulier. Quand on dit la blanche, la française, tout ça, là, c'est pas une réalité. Mais d'une certaine manière, ça me dérange. Bon, c'est encore pire quand on me dit que je suis chinoise, parce que là, je me dis, bon, c'est encore pire. Mais Mais t'as pas d'origine asiatique, si? j'ai pas d'origine asiatique, mais en fait, Oui, les ok. gens, bon, c'est un truc encore particulier en Côte d'Ivoire, mais c'est que les gens, des fois, quand ils voient un blanc, se disent c'est un Chinois, quoi. Enfin, ils font un amalgame. Ouais, ça vient pas de chez nous, donc ok. Ouais. Voilà. Donc, parce que enfin, les Chinois ont une grosse emprise quand même aussi avec les Libanais Ouais. sur les commerces, etc. Donc, ils sont connus, quoi. Donc, bon, bref. Mais j'aime pas me dire que je viens d'un pays en particulier. Et puis, citoyenne du monde, c'est de prendre un peu de chaque pays pour en faire sa nationalité, quoi. C'est de prendre un peu de chaque histoire sans se l'investir et sans se dire « Ah, moi, j'ai vécu ça, j'ai vécu la colonisation. » Non, pas du tout. C'est pas ça, mais c'est de prendre un peu ces petits discours touchants et de construire son histoire à partir de ça, quoi. Je sais pas comment expliquer cette expression. Non, mais c'est une bonne définition, une bonne explication. De refuser les frontières aussi, quoi. Enfin, on aimerait qu'il y ait la paix, on aimerait qu'il n'y ait pas eu cette colonisation, on aimerait qu'il n'y ait pas eu des océans à traverser en bateau pour amener des esclaves noirs à l'autre bout de l'Atlantique. Enfin, on aimerait qu'il n'y ait pas de guerre entre les pays parce qu'on aimerait pouvoir visiter chacun de ces pays sans se poser de questions sur sa sécurité, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui se pose aussi, notamment quand je vois les réactions de ma famille. Je suis allée en Côte d'Ivoire, c'était... Quand tu leur as annoncé que tu partais en Côte d'Ivoire, ils se sont fait du souci. Ouais, déjà la Guinée, c'était... je pense même la Martinique, c'était compliqué. Non, la Martinique, en vrai, ça allait. Mais la Guinée, déjà, c'était compliqué parce que nécessairement, il y a une frontière avec le Mali. Donc, tu as des cartes. La zone où j'étais, en réalité, c'était une zone hyper calme. Enfin, j'étais au fin fond de la campagne, il y avait rien du tout. Et c'est vrai que sur la carte, tu te dis, ah, mais c'est pas si loin que de la frontière avec le Mali qui est en zone orange. Vraiment que ça crée un peu une part d'inquiétude. Et on a cette même frontière-là, un peu commune avec le Mali en Côte d'Ivoire. On entend parler de beaucoup de choses. Au-delà de ça, en Côte d'Ivoire, il y a déjà eu des mouvements internes de révolte.
Il y a eu des mouvements de rebelles lors des élections, par exemple, etc. Le pays aussi a été marqué par une histoire politique, économique, etc. Et puis, en fait, quand tu vis en France, quand on te parle des pays d'Afrique, tu as vu des reportages sur la Côte d'Ivoire et la prostitution, le trafic de drogue et machin, alors qu'en fait, en France, il y a aussi des trucs comme ça, tu vois. Juste, on fait des reportages sur l'Afrique parce que c'est exotique et parce que ça en claque un peu, ça rapporte de la thune, je sais pas l'intérêt de faire ça et un pays, mais très souvent, on ferme le monde sans même l'avoir visité, quoi. Ouais. Clairement, la question de sécurité se pose. Ok. T'as pris le mot déchirure pour la Martinique. C'est le premier qui t'est venu à l'esprit. Pour la Corse, d'où tu viens, ce serait quoi le premier mot qui te vient? Mafia. Non, Mafia? Parce que c'est la famille ou bien? non, pas du tout. Non, en vrai, la Corse, je suis née là-bas parce que mon papa était militaire, mais je suis restée que jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc, en fait, j'ai assez peu de souvenirs de la Corse. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose dont je parle énormément. Parce que même j'ai jamais eu l'occasion d'y retourner, j'adorerais, même si je pense que la Corse a beaucoup changé depuis et il y avait beaucoup plus de paysages, notamment naturels à l'époque. Je sais que mon papa y est retourné il y a quelques années et c'était... il est retourné notamment là où on habitait et en fait, c'était devenu des pavillons alors qu'à l'époque, on était tout seul dans notre petit chemin de terre. Et puis, trait de côte aussi a été hyper artificialisé à cause du tourisme. Et non, je pense qu'en fait, c'est pareil. La Corse est aussi marquée par une histoire très particulière où on l'a offerte comme... je sais plus, c'est pas Napoléon. Il y a une histoire avec Napoléon à qui on a offert la Corse, qui a offert la Corse, je ne sais plus, aux Napolitains ou quelque chose comme ça. Enfin, bref, je sais que c'était aussi un territoire voilà, qu'on s'échangeait comme si c'était normal de se faire des cadeaux territoriaux. Et donc, je sais il y avait beaucoup d'histoires, notamment de mafia. En fait, c'est un peu c'est pareil, c'est des mouvements de rebelles qui se révoltent contre la colonisation de leur territoire par les touristes, la perte de leur culture, en fait, aussi. Parce qu'ils ont également une langue, la langue corse existe, ils ont leur drapeau, ils ont leur histoire, et je pense que tout ça, à chaque fois, ça risque de se perdre avec la mondialisation, avec le capitalisme, avec la mise en tourisme, ces choses. Ouais. Et du coup, mafia, avec tout ce que ça veut dire. Et en Guinée, un mot pour ton expérience? Un seul mot. Après, tu peux développer, mais... Ouais, mais j'hésite entre village et enfant. Parce que du coup, j'ai côtoyé, je pense, je dirais quand même, c'est dur parce que les deux, en fait, on faisait de la sensibilisation dans les écoles, à la fois dans la ville où j'étais, mais qui était en fait déjà c'était un grand village, hein, clairement, il n'y avait pas grand-chose. Et puis, on partait aussi dans les villages et c'était rude. C'était franchement rude. On le faisait à moto, quel que soit le temps, avec la poussière. Et du coup, on rencontrait plein d'enfants qui étaient adorables et ça a été très dur de les quitter parce que on s'est attaché tout au long de l'année. Et même si finalement, on ne parlait pas la même langue, il y a quand même une forme d'attache qui se crée de toute façon. Voilà, il y a des petites filles ou des petits garçons qu'on va repérer dans la foule parce que c'est des classes bondées souvent, tout ça, mais il y en a auxquelles on va s'attacher plus qu'à d'autres. Et même si tu ne parles pas la même langue, je sais qu'ils essaient de communiquer avec moi parfois, et les éducateurs étaient là pour traduire. Et c'était trop mignon à dire « Oh, t'es trop belle et machin !» Les enfants dans les villages, quoi. Donc, et puis on avait aussi des projets communautaires. Enfin, je me souviens d'un village qui était vraiment très proche du sanctuaire. Donc, on avait déjà beaucoup de temps en moto. Et donc, c'était un village d'ailleurs, en fait, qui était dans la zone tampon. Donc, souvent, dans une zone tampon, on n'est pas censé avoir de village, puisque l'intérêt, c'est de faire tampon avec la zone pas protégée et la zone intégralement protégée.
Donc, c'était un village qui était censé même déménager et qui ont un peu lutté pour rester. Donc, ils ont pu rester. Et donc, là-bas, on menait un projet apicole. Enfin, les éducateurs et le manager de l'époque avaient monté un projet apicole là-bas. Donc, c'est-à-dire que l'association avait financé des ruches, du matériel et une formation pour qu'ils dépendent plus seulement des ruches, de leurs ruches créées à partir de paille et d'écorce, qui étaient des ruches à usage unique, puisque pour extraire le miel, il fallait la brûler. Et puis, ils faisaient aussi le maraîchage, le riz dans les bas-fonds, des activités qui dégradaient l'environnement parce qu'ils en étaient venus à utiliser les pesticides. Donc, et quand j'allais dans ce village, à chaque fois, moi j'étais un peu là pour filmer parce que vraiment, pour le coup, là, je comprenais rien. Et les gens ne parlaient pas du tout français et on essayait de me traduire un peu, mais je pouvais pas du tout interagir avec eux. Alors que parfois, dans les séances d'éducation avec les enfants, je pouvais quand même parler français et puis on essayait de traduire pour les enfants. Et puis certains enfants parlaient un peu de français quand même. Mais là, vraiment, dans ce village-là, on ne se comprenait pas du tout. Et par exemple, les enfants savaient que je venais toujours avec ma petite caméra GoPro ou alors avec mon téléphone. Et donc, tout le temps, ils prenaient la pause comme ça. À dire photo. Et du coup, c'est trop mignon. Donc, c'est un peu, ouais, ça a marqué nécessairement mon expérience parce que j'étais volontaire éducatrice d'enfants. Donc la sensibilisation, ça se faisait dans le cadre scolaire? À la fois dans le cadre scolaire et à la fois dans le cadre des projets communautaires, puisque quand on veut lancer un projet communautaire, il faut d'abord sensibiliser et expliquer pourquoi on veut mettre en place un projet communautaire. Et par exemple aussi, on avait, dans cette association-là, il y avait aussi de la pose de caméras à piège, donc, qui permettait notamment de faire le suivi de la biodiversité, de comparer année après année pour voir s'il y avait une perte de biodiversité ou un gain, etc. Donc aussi, ça nécessitait de faire des sensibilisations dans les villages pour expliquer que voilà, les caméras, il ne faut pas les casser, il ne faut pas jouer avec, il faut éviter d'essayer de récupérer les matériaux, notamment les cartes SD, parce que les gens après récupèrent ça pour mettre de la musique dessus, tout ça. Et aussi que ce n'est pas là pour la répression. Voilà, s'ils sont vus en train de faire une activité illégale, on n'est pas là pour ça. On est là pour voir les animaux. Donc ouais, non, c'est de la sensibilisation à toutes les échelles, on va dire. Ok. Enfin, pour la Guinée, sensibilisation. Et en Côte d'Ivoire, du coup, en un mot. Ah, c'est dur aussi, mais... Ah, en parlant de Côte d'Ivoire, parce que tout à l'heure, j'ai eu ma cousine au téléphone. Je lui ai dit que je lui adresserais une petite dédicace à Isa. Elle vient de Côte d'Ivoire, mais elle habite en Italie. Et c'est elle qui m'apprend le nushi, entre autres. Ouais. Mais du coup, ton expérience en Côte d'Ivoire... ouais. Et ton expérience... ouais, pardon. Le mot qui résumerait ton expérience en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai l'impression que... Là, pour le coup, c'est un peu négatif en même temps. Enfin, c'est pas... je vais développer un peu, mais j'ai l'impression que je dirais accident, enfin, je sais pas, ou malheur. Je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression qu'il m'est tout arrivé là, Ah oui? d'Ivoire, en termes de malheur que j'ai pu vivre. Alors, habituellement, là, je le porte pas. Et d'ailleurs, il faut que j'arrête de ne pas le porter. Enfin, un jour que je le remette. Mais normalement, j'ai un collier avec des cauris que je porte depuis que je suis en Martinique. Et même à un moment, il avait même pas d'attache. Donc, en fait, je pouvais pas l'enlever. Et je trouve que depuis que je voyage, depuis que je suis partie en Martinique, j'ai l'impression que c'est comme si ce collier m'avait porté chance. Et vraiment, quand je le porte pas, donc à un moment donné, il y a une période où je l'ai pas porté parce que les singes avaient tiré dessus, ils l'avaient cassé, bien sûr. Donc après, j'ai fait un système pour pouvoir l'enlever quand je suis au contact des singes et des chimpanzés, tout ça. Mais quand je ne le porte pas, j'ai l'impression qu'il m'arrive que des malheurs. Mais des malheurs qui me sont jamais arrivés, alors que, vraiment, en l'espace de quelques mois, il m'est arrivé tout ce qui aurait pu ou dû m'arriver. J'ai eu un accident de voiture, j'ai perdu mon ordinateur dans un véhicule que je pouvais pas tracer, que j'ai réussi, heureusement, à récupérer en reportant, j'ai l'impression, mon collier. Ok. Mais j'ai eu un accident de travail. Ah, donc c'est plus des mésaventures que des malheurs, c'est des petites... Ok. Non, bien sûr, toujours des trucs où je m'en sors,
Ok. Heureusement, parce que par exemple, l'accident de voiture, c'était dans une très très belle voiture et le gars était alcoolisé, donc il a pris un virage trop serré. On a tapé dans un baca et la personne derrière nous aussi s'est foutue dans le mur et tout. Et souvent en Côte d'Ivoire, on ne s'attache pas, sauf quand on est devant. Et à ce moment-là, j'étais avec une amie et je voulais monter derrière avec elle. Et elle me dit non, non, mais monte devant. Pourquoi? Je ne sais pas. Ouais, elle ne voulait pas que je sois à côté. Et c'est vrai que derrière, on ne s'attache pas, mais devant, souvent, il y a des radars, etc. Donc, les chauffeurs, même les taxis, tout ça, nous demandent souvent de nous attacher. Et du coup, on part avec ce gars qui, finalement, a un peu trop bu et je me rends compte un peu trop tard. Et, et du coup, il prend ce virage trop serré. On tape dans donc, ce que j'ai appelé un baca. C'est, en Côte d'Ivoire, c'est les bus, on va dire, un peu communs. C'est pas des gros bus, mais on appelle ça aussi des massages, je crois. Et ouais, et on tape, on se retourne, on fait un peu la toupie, quoi. Et moi, j'ai pas eu une égratignure. Et ma collègue, par contre, elle a un peu tapé la tête parce que elle a essayé de s'attacher. Ah, donc vous avez fait des tonneaux? Non, on n'a pas fait de tonneau. Non, non, mais on n'a même pas vraiment fait la toupie. Simplement, l'avant de la voiture, le choc, en fait, nous a projeté sur le côté. Ok. Il y a eu un mouvement très violent sur le côté. Ok. Et je n'avais pas une égratignure. Même ma robe, je portais une super robe, il n'y avait pas une égratignure. J'avais eu de la chance dans mon malheur et ma collègue derrière a quand même tapé un peu la tête et tout. Donc, direct hôpital, IRM pour s'assurer que tout va bien, etc. Elle avait tapé la jambe également. Donc, plus de ces quelques mois, très, très chanceuse. Pareil, je perds mon ordinateur, je le retrouve alors que j'ai aucun espoir de le retrouver, etc. Et voilà. Donc, je m'en sors toujours quand même. Mais ouais, mes aventures, ouais. Et en soi, c'est pas négatif non plus parce qu'aujourd'hui, ça en fait des anecdotes. Ben, j'allais écrire justement, j'étais en train d'écrire aventure, j'ai enlevé mes aventures. Ouais, mais oui, du coup, enfin, vraiment, depuis que je voyage, j'ai l'impression que ma vie n'est qu'un... Là, ça fait un moment qu'on ne s'est pas appelé avec ma meilleure amie, mais habituellement, quand on s'appelle, elle sait qu'elle peut prendre son popcorn et son petit thé et qu'elle peut écouter pendant des heures à raconter les 1 milliard de choses qui m'arrivent parce que je pense que c'est ça aussi qui nous retient en Afrique. Mais c'est le rythme de la vie et de ces mésaventures. Et tu risquais ta vie tous les jours en étant ici. Et c'est un peu cette adrénaline-là que j'ai vécue aussi en Guinée, hein, clairement. Où j'ai vécu aussi des mésaventures, mais pas qui m'ont moins marqué. Mais là, vraiment, ça s'accumule aussi comme sur tes points. Et les autres mésaventures, ça me concernait un peu moins. Mais ouais, là, ça me marque particulièrement. Et je me dis, mais quand est-ce que le sort va arrêter de s'acharner sur moi? Enfin, là, dernièrement, j'ai eu un palu qui s'est aggravé, alors que franchement, normalement, tu prends le médicament et c'est censé passer. Mais là, ça a vomir, machin. Le truc, j'ai fini en déshydratation, j'ai fini hospitalisée, alors que je déteste les hôpitaux. Mais en très peu de temps, mon assurance, elle est en train de péter un câble. Je suis tout le temps à l'hôpital, j'ai l'impression. Donc, c'est un peu... Ouais, c'est un peu particulier. C'est la vie qui te teste. Ouais, c'est ça. Là, j'ai l'impression que c'est un peu... Avant mes 25 ans, là, faut s'assurer que je suis solide sur mes appuis, quoi. C'est quand? Mes 25 ans, Ouais. le 7 août, le jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ouais, j'allais dire, on connaît la date en pays. C'est une très belle coïncidence, d'ailleurs. Quand je suis arrivée et que j'ai appris que le 7 août, c'était le jour de l'indépendance, je me suis dit, ah, ça, c'est mon pays. Puis ensuite, j'ai galéré à avoir ma carte de résidence. Ensuite, j'ai eu toutes mes mésaventures et je me suis dit, ça, c'est pas mon pays, en fait. Oh, tu y es encore pour l'instant et ça se passe bien. Mais... Ouais, non, mais je pense juste que ça se mérite d'être en Côte d'Ivoire. Et puis, je me sens tellement chanceuse depuis plusieurs mois, plusieurs années de pouvoir vivre ce que je vis, parce que c'est quand même un coup, c'est quand même un privilège, en fait. Fallait bien un petit peu de malheur quand même. Oui. Et pour finir sur une bonne note, d'ailleurs, mon ami, il est sorti manger, donc on pourra faire la correspondance en anglais, français, Nushi, Pidgin, nigérian. On verra quelle langue on parle une prochaine fois. Mais c'était la journée de la femme et aujourd'hui, tu étais invité sur une émission radio, c'est ça? Ouais. Et quand je pense aux personnes qui sont le plus engagées pour l'écologie, que ce soit au niveau du climat, des animaux, de la nature, c'est souvent des femmes. Enfin, les seuls exemples qui me viennent en tête, à part
Paul Watson, c'est que des femmes, dont Virginia que j'ai eu la chance de rencontrer. Donc j'ai ajouté Maman du Monde. Mais c'est... Déjà, c'était comment cette discussion? Les thématiques qui sont ressorties parce que j'ai pas pu l'écouter. Ouais. Bon, déjà, c'était hyper stressant. C'était ma première émission radio. C'était pour parler des femmes, et en même temps, c'était pour parler de l'association aussi, parce que bah, on ne peut pas parler de l'association sans parler des femmes, en sachant que c'est des fondatrices qui Mhm. créent l'asso, en sachant qu'on a beaucoup de personnes dans le conseil d'administration aujourd'hui qui sont des femmes, et qu'on a notamment une maman de substitution à laquelle on tient beaucoup dans l'équipe, etc. Donc, fallait aussi parler de l'asso, mettre en avant l'asso, puisque c'est mon travail de représenter l'asso et de la mettre, de la présenter. Mais donc, peur de dire des bêtises nécessairement. Donc, on stresse un peu. C'était ma première émission à radio. Ah, donc c'est toi qui l'as mis le petit texte, peut-être que c'est un peu formulé de façon maladroite. Ouais. Ok. Ah, voilà. Parce que quand je me réécoute, je me dis, putain, mes termes sont imprécis. Peut-être que même je peux avoir un discours. Enfin, je crois qu'on avait déjà dit ça, toi et moi, mais la position en tant qu'expat, elle est hyper délicate. Hmm. Mhm. Et, euh, et là, parler des femmes, et par exemple, de parler d'une femme ivoirienne et de parler à sa place, en fait. Enfin, Mhm. tu vois, je me disais, peut-être que je suis en train de raconter des trucs qu'elle ne pense pas du tout. Tu vois. Mhm. Je suis en train de lui créer une vie. Donc, c'était aussi parler des femmes de manière générale et des difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Mais ouais, j'avais peur de dire des bêtises nécessairement. Et après, les thèmes, donc il y avait une autre personne, une autre femme aussi qui parlait avec moi, qui était ce qui s'appelle le SIAPOL. Donc, si j'ai bien compris, parce qu'en fait, je ne me suis pas trop renseignée, mais c'est une structure un peu avec des juristes, en tout cas, parce qu'elle était juriste et qui traite notamment des sujets de la pollution, etc. Donc, Ok. on a pu un peu parler de notre place de femme, un petit peu dans notre travail, etc. Et des motivations aussi en tant que femme. Donc, moi, j'ai pu parler pas spécialement de moi, finalement, fort heureusement, parce que là, ça aurait fait beaucoup d'interviews où on ne fait que parler de moi. Mais c'était l'occasion de parler des fondatrices, de parler de cette maman de substitution qui fait partie de l'équipe et qui est tellement précieuse à nos yeux. Mhm. Euh, de parler... on n'a pas trop... Ouais, si, un peu de parler des difficultés en tant que femme dans le domaine de la conservation. C'est pour ça que j'ai un peu évoqué ce droit à l'éducation, ce droit à... C'est vrai qu'en tant que femme très libérée, on va dire, parce que j'ai cette influence occidentale où je considère qu'on a acquis quand même pas mal de droits. Mhm. Malheureusement, c'est un peu moins le cas en Côte d'Ivoire et en Afrique de manière générale. Mhm. Et donc, je parlais de ce droit à l'éducation et à un travail, je dirais, valorisant. C'est vrai que, par exemple, dans l'interview, c'est pour ça que j'ai peur de dire une bêtise, mais dans l'interview, par exemple, je dis que parfois, quand on n'a pas eu le droit, l'accès à l'éducation et à des séances de sensibilisation, bah, on peut avoir cette perception de se dire qu'on ne sera qu'une mère, qu'on ne sera qu'une travailleuse, par exemple, une travailleuse des champs, Mhm. dans un champ ou un autre travail qui ne sont pas... et moi, j'ai utilisé le terme de valorisant, mais enfin, en fait, tout travail est valorisant. Valorisant dans le sens peut-être intellectuel, je sais pas. C'est vrai que c'est un travail manuel. Mhm. Les gens que j'admire quand j'étais en Guinée, durant mes petites randonnées, etc., quand je croisais des gens qui faisaient du maraîchage, ça m'est arrivé de pêcher avec eux, Mhm. de travailler un peu la terre avec eux pour comprendre ce qu'ils étaient. Donc c'est pour ça, tu vois, je ne sais pas trop quel terme utiliser, mais en tout cas, un métier peut-être un peu plus prenant et un peu plus passionnant. C'est peut-être ça le terme que j'aurais dû utiliser, tu vois. Mhm. Un travail passionnant, elles ont le droit de travailler et d'avoir envie de travailler, parce que je pense que quand tu te lèves tous les jours pour cultiver des fruits et légumes, ben, je sais pas si c'est très passionnant. J'en ai aucune idée en vérité. Mhm. Mais je me dis que de travailler avec des chimpanzés, ben, ça doit être peut-être un peu plus stimulant, en tout cas. Mhm. Parce que là, pour le coup, c'est avec des êtres vivants et qu'il y a, enfin, tout travail est utile. Mais celui-ci, je pense, tu le sens d'autant plus utile que les chimpanzés sont extrêmement reconnaissants Mhm. et que tu fais un travail, enfin, dans son cas, c'est aussi un travail de maman, en fait, qu'elle fait. Mhm. Mais en même temps, elle protège l'environnement, quoi. Donc c'est pour ça que, ouais, je savais pas trop quel mot utiliser. Et j'avais l'impression de potentiellement pouvoir vexer des gens ou d'avoir un discours très néocolonialiste.
Donc voilà. Mais c'était une première bonne expérience. On m'a pas fait de retour, on m'a pas dit que j'avais dit de bêtises. Donc est-ce que les gens n'ont pas écouté? Mais j'espère ne pas avoir vexé qui que ce soit. En tout cas, l'intention est là de mettre en avant nécessairement les femmes, leur courage. Parce que clairement, il y a que des femmes courageuses dans l'association. Et de manière générale, on peut voir, les femmes sont très, très courageuses face à toutes les pressions qu'elles peuvent subir par rapport, parce que j'ai assisté à ça, et quelque chose que j'ai pas médiatisé, c'était une conférence le jour J, le dimanche. Donc, j'avais assisté à un petit événement où il y avait des exposantes. Et puis, ensuite, il y avait un petit témoignage de la part de femmes qui s'étaient expatriées, qui étaient venues un peu te voir, très souvent avaient suivi leur mari. Ils expliquaient un peu leur parcours pour expliquer comment elles avaient trouvé du travail, comment elles s'étaient adaptées à cette nouvelle vie, la manière dont la structure qui nous invitait à cette petite conférence les avait aussi aidées dans leur démarche, etc. Et donc j'ai assisté à ça également. Et effectivement, il y a que des femmes courageuses pour moi en Côte d'Ivoire. Alors là, c'est vrai que ça mettait vachement, et c'était dommage, je trouvais, et ça mettait vachement en avant les expats qui, je trouve, partent d'une condition assez privilégiée. Ouais. Puis effectivement, après, on a chacun notre difficulté à notre échelle. Et ça manquait d'une représentation parce que c'était soi-disant le parcours de femmes inspirantes. Et je me dis, mais il y a tellement de types de parcours que là, on était vraiment juste sur 3 femmes qui ont quitté leur pays. Enfin, ça se voulait être très représentatif. Et en même temps, je me disais, mais là, ça manque d'une nana qui est sortie du quartier, qui est sortie de sa condition peut-être de femme mère très jeune, ou alors qui est sortie d'une famille violente, enfin, j'en sais rien, quoi, tu vois, qui vient d'un quartier comme Yukuro, à Bobo, à Djamé, et qui aujourd'hui a créé son entreprise ou qui pèse dans le game, quoi. Ça manquait d'un truc comme ça. Et donc, ouais, non, il y a eu plusieurs actions comme ça qui ont été faites, pas toujours médiatisées pour la journée de la femme, mais c'est toujours intéressant de les écouter et parce que derrière, ça fait réagir. Par exemple, il y avait cette femme dans le public qui avait 4 enfants et qui semblait vraiment en détresse, qui témoignait, qui demandait en fait, mais quand est-ce qu'on se retrouve en tant que femme après la maternité, quoi? Parce qu'elle était encore en réalité son héritier, et c'est quand même touchant de voir ces témoignages-là. Donc, ouais, c'est cool, il y a plein de petites choses. Et puis le 14 mars, j'ai encore un petit événement aussi en rapport avec les femmes. Ok. Donc, c'est cool, c'est vrai que c'est pas trop une cause, non pas que je suis pas féministe ou quoi que ce soit, mais je me suis pas investie pleinement dans cette cause, mais je pense vraiment à être une servante à défendre vraiment avec conviction nos droits, etc. Je pense que je suis pas la meilleure placée pour assister à une marche, par exemple, féministe. Mais de toute façon, c'est comme les discours culturels, traditionnels, etc. Enfin, j'adore écouter tous ces témoignages de toute façon. J'ai un projet en lien avec tout ça, je te l'enverrai par mail. Et on pourra aussi en parler une prochaine fois, réunir différents points de vue, mettre nos idées en perspective pour, comme on le fait chacun de notre côté ou à notre échelle, mais contribuer à une société plus harmonieuse. Disons-le comme ça. Là, tu vois, par exemple, pour cet événement, parce qu'après, j'ai débriefé avec quelqu'un, j'avais l'impression un peu d'être folle, et je me disais, mais je suis juste une vieille hargneuse qui prend tout mal. Mais je me disais, peut-être c'était juste une histoire de réajuster un peu son discours et de dire, voilà, en tant qu'expat, j'ai conscience de la chance que j'ai. J'ai conscience des privilèges de pouvoir voyager dans un autre pays, de pouvoir m'expatrier dans un autre pays tout en gardant la même condition de vie. Les mêmes conditions de vie. C'est juste ça. C'est juste, voilà, on pense à ces femmes-là qui aujourd'hui ne sont pas présentes parce que peut-être que la structure qui nous accueillait ou quoi ne s'était pas trop encore penchée sur le sujet parce que c'était une asso assez récente. Donc peut-être que ça allait venir. Mais voilà, juste réajuster le discours. Je pense que c'est juste ça. On a le droit de se plaindre, on est légitime de se plaindre. Par contre, de savoir aussi qu'il y a pire. Sans tomber dans le truc de ouin, il y a pire, la vie est horrible et on a tous envie d'en finir, quoi. Ouais. Mais juste de le matérialiser un peu dans son discours. Je pense que c'est pas mal de le rappeler et d'éviter d'invisibiliser des
cas qui sont quand même vachement bien pires que nous, parce que si une dame d'un quartier défavorisé vient pour témoigner, elle aussi, elle pourra dire qu'il y a pire qu'elle, mais il y a quand même moins de gens pires qu'elle derrière elle. Ouais, au final, c'est pas de chercher qui a pire, mais juste que tout le monde puisse vivre dignement. Mais je vois ce que tu veux dire, de dire c'est pas parce qu'il y a pire que j'ai pas moi de problème ou qu'il n'y a pas d'autres personnes qui auront tout le temps des problèmes pires que ceux qu'on a. C'est ça. Mais typiquement, j'ai parlé. Vas-y. Ouais. Non, c'était juste pour rebondir un peu là-dessus sur le fait que c'est un peu ce qui me dérange à Abidjan, c'est un peu cette dichotomie, enfin je sais pas comment le dire, mais il y a vraiment des personnes qui peuvent être malheureusement extrêmement pauvres. On les voit dans des quartiers comme à Djamé, comme à Bobo. C'est des gens qui sont dans la rue, qui se battent chaque jour pour avoir 1000 francs ou 2000 francs à ramener à la maison pour nourrir leur grande famille. Qui sont prêts à te vendre tout et n'importe quoi, clairement, pour se faire de l'argent. Et voilà. Et en même temps, c'est genre extrêmement riche. Alors, tu me diras, c'est dans tout pays, mais je pense qu'il y a vraiment ce truc-là à Abidjan qui est marquant parce que à côté de ça, tu as quand même des lieux de haut standing qui se sont créés. Enfin, on a quand même tout. Des très beaux restaurants, des trucs sur tu blindes, des lieux très très beaux. Pour te dire le nom d'un, ça s'appelle le Diamond Center. C'est pas loin de chez moi. Tu sais très bien que par le nom, t'es pas là pour manger des cailloux, quoi. Ouais. Mais donc, ouais, c'est très spécial parce que sur les routes, tu vas avoir des très très gros véhicules rouler à côté des Woro. Ces fameux véhicules qui sont de différentes couleurs selon les quartiers, mais c'est ceux que tu peux emprunter quand tu veux payer 300 francs pour faire 9 km, quoi. Enfin, vraiment, tu payes rien, quoi, hein, avec ces véhicules-là. Donc, c'est vraiment très spécial et très marquant de voir que ces différences-là. Ouais, les fossés sociaux. Ouais. Dans d'autres pays. Ben, on en parle souvent avec... il s'appelle Tolu Lopé, mon ami du Nigeria. Et lui, c'est pareil, il habite à Lagos. Et ben, comme à Abidjan, c'est les villes émergentes du continent qui vivent toujours confrontées à une extrême pauvreté. Donc, sur un même boulevard, tu as, comme tu dis, des gens qui galèrent pour ramener à manger chaque jour et des voitures de luxe ou des restaurants. L'opulence du capitalisme qui envahit petit à petit le pays. Et du coup, d'une certaine manière, je trouve qu'avec ça, c'est de la culture qui disparaît. Parce que nécessairement, que tous ces gens qui roulent en grosses voitures, qui ont des moyens, etc., par exemple, les femmes qui sont dans ces véhicules-là, c'est pas des femmes qui vont nouer le pagne autour de leur taille. Alors que culturellement, on est quand même... le pagne, porter le pagne, c'est quand même la base, tu vois. Moi, en tout cas, en Guinée, c'est que ça, quoi. Dans les rues, dans les villages, etc., tu portes le pagne parce qu'il fait chaud, parce que c'est pas commun de porter un pantalon, un jean, etc., tu vois. Et donc, moi, je vois vraiment ça aussi avec une perte de culture, nécessairement, une perte identitaire, je pense, là. Parce que sur des gens qui vont acheter le dernier iPhone, qui vont être sur les réseaux sociaux, qui vont être sur TikTok et qui vont tout faire pour être un peu des influenceurs, qui vont aller dans des lieux tendances où on boit des bubble tea et on mange des pizzas. Et ça, c'est pas l'Afrique. Donc, c'est cool aussi d'avoir cette diversité. Et notamment, en tant qu'expat, c'est quand même très, très cool de pouvoir vivre... c'est un privilège de pouvoir vivre une vie... choisir la vie qu'on souhaite. C'est-à-dire que si tu as envie de vivre dans ce luxe-là, avec ces produits à consommer, etc., tu peux. Et d'un autre côté, si tu as envie d'aller au village, découvrir une culture, rencontrer des tisserands ou quoi, tu peux aussi, quoi. Ça, c'est l'avantage. Voilà. Qu'on retrouve l'équilibre entre le luxe et le confort, tu dis. Ouais. C'est vrai que le luxe, on est vachement goût. Mais là, par exemple, moi, là, je sens un peu un appel au village, quoi. J'ai entendu parler de différents coins très sympas, surtout culturellement. Moi, ce que j'adore, c'est voir des tisserands... vraiment la création du tissu, par exemple, me fascine. J'avais eu l'occasion de voir ça en Guinée. Ou alors la poterie, ou alors les peintures, ou n'importe, mais ça me... Ouais,
Et- J'aime ça. Et du coup, ouais, un petit retour au village, là, ça me fait du bien, quoi. Parce que même là où je vais pour les sanctuaires, tout ça, on n'est pas si loin d'Abidjan et puis on n'est pas vraiment sur des villages. Parce que j'adorais, en fait, en Guinée, c'était des villages avec des cases traditionnelles, quoi, tu vois. et- Donc là, c'est un peu moins. En tout cas, les cases qu'on a ici dans le coin, c'est plus à l'ouest qu'on va trouver les cases rondes un peu typiques et- que moi, je connais de la Guinée et que j'adore. Donc, je pense que j'irai voyager vers l'ouest à un moment, et- un peu plus de temps. Mais ouais, ça me manque quand même avec les valeurs humaines, quoi. Enfin, on ouais, perd les valeurs humaines. On ouais. est en ville, on est à précipitation, on parle pas aux gens. Tu vois, même quand je monte dans un taxi, il y a des moments où si je parle pas au gars qui conduit, tu vois, je me dis, ah putain, je suis un peu une merde. Tu vois, je lui ai pas parlé du trajet, je lui ai dit, bon, je lui ai demandé si ça allait, certes, mais peut-être lui, il a pas envie de parler non plus. Mais souvent, j'aime bien discuter avec les taxis je sais pas, de leur religion ou n'importe, mais souvent, il y a un sujet qui s'enclenche, quoi. Ouais. Je trouve que sinon, rapidement, ce côté humain, tu portes ton casque et c'est terminé, tu fais attention à personne, parce que c'est un too much. Ouais. Et c'est vrai qu'en Afrique, ce qui est marquant, c'est la solidarité, quoi. Donc, si on peut éviter de se couper des autres, c'est très pas mal. Ça serait un bon sujet aussi. Les valeurs que tu as découvertes, Ah ouais. les valeurs. Ouais, la générosité, Ah, c'est con, hein, cette phrase que disent les gens, ils ont rien, mais ils te donnent tout. Mais en vérité, alors elle est hyper maladroite, par exemple. Mais c'est vrai que, par exemple, quand j'étais allée, j'avais visité le sud de la Guinée, la Guinée forestière avec mon papa, par exemple. Et puis, on était allé, bon, moi, je suis pas catholique, mais on avait hébergé au niveau d'une cathédrale, enfin, chez des sœurs, quoi. Et puis, on est arrivé, et puis c'était vraiment l'hospitalité bon, voilà, on t'offre, bon là, c'est pas des gens qui avaient peu de moyens, mais en tout cas, on t'offre la bière, etc. Puis on nous avait même fait visiter l'école, on nous avait tout fait visiter en lien avec cette cathédrale. Et je sais pas, la dame, il y avait une des sœurs, la directrice, on rentre dans son bureau, on se présente, voilà, on discute un peu. Et puis, on lui avait offert une sorte de cadre en bois qui représentait une case avec un palmier et tout ça, mais bon, elle savait pas trop quoi en faire. Et donc, elle le décroche du mur et puis elle me dit, bah voilà, ce sera votre souvenir, quoi. Mais alors que je la connaissais pas, cette dame, j'avais passé quelques minutes avec elle, mais c'est un cadeau, par exemple, que j'ai accroché dans ma chambre en France parce que malheureusement, je peux pas le transporter. Mais ça m'avait vraiment touchée. Pareil, j'étais allée visiter dans la forêt de Ziama, qui est une des, on va dire, dernières forêts primaires, et puis on trouve encore un peu des éléphants là-bas, donc tu peux avoir la chance d'en voir. Et puis à un moment donné, il y avait un truc qui avait attiré mon œil, c'était ceux qui faisaient l'huile rouge. Donc j'étais contente de pouvoir présenter ça à mon papa parce qu'ils font ça un peu de manière traditionnelle dans les barils, etc. Et puis je voulais en acheter parce que pour le coup, l'huile rouge, ça fait un peu partie des produits typiques en Guinée, en Côte d'Ivoire aussi également, tout ça. Il y a plein de pays où on utilise l'huile rouge. Et donc je vais pour lui en acheter. Et le gars, je voulais prendre juste une bouteille parce que j'avais déjà trop d'affaires avec moi. Et je suis prête à lui donner de l'argent. Je lui demande combien c'est. Il me dit, ah non, en gros, c'est gratuit. Mais là, vraiment, il était dans son contexte de vente et tout. Pourquoi, moi, m'offrir à ce moment-là et tout ça parce que je portais, je me rappelle, dans les cheveux, je portais un tissu forêt sacrée. J'avais récupéré chez un gars qui faisait un peu de couture. Je lui avais demandé si je pouvais récupérer vraiment une chute de tissu, quoi. Je le mettais autour de ma tête, je suis un peu contente, j'aimais bien. Et du coup, il avait compris en fait que j'étais pas simplement une touriste, que vraiment j'étais là pour apprécier le pays et que j'appréciais le pays. Et donc, il a décidé de me faire ce cadeau sans rien attendre en retour, quoi. Et j'ai trouvé ça formidable. Et moi, ça m'a appris un peu un truc de putain, je suis une putain d'égoïste, en fait. Parce que ce qui est à moi, quoi. Et ça te remet un peu à ta place parce que je trouve qu'il y a ce truc un peu de possession. Enfin, on a tous un peu, je pense. Et là, c'était vraiment prends, quoi. Ce qui est à toi est à moi. Et c'était formidable. Et donc, je suis repartie. J'avais acheté des souvenirs, mais je suis repartie aussi avec des souvenirs que j'avais pas du tout achetés. Et je trouvais ça fou. Et ça m'a marqué nécessairement. Donc, et effectivement, on peut le dire, c'était des gens qui avaient des moyens bien inférieurs aux miens, parce que moi, j'avais le privilège. Certes, j'étais en bénévolat.
Et c'était vraiment mon stipend que j'économisais et que je dépensais pas tant que ça pour pouvoir ensuite aller visiter la Côte d'Ivoire. Je n'avais pas non plus 1 000 moyens, mais toujours plus qu'un Guinéen lambda. Mhm. Et ouais, et malgré tout, ils sont hyper généreux et ça te remet, c'est un peu une claque dans la gueule. Ça te met un peu, je ne comprends pas, Mhm. On apprend. Oh. Ok, c'est intéressant tout ça. La prochaine fois, on pourra le faire du coup. Mais quand tu dis que tu parles pas anglais, ça veut dire quoi? Que tu as un manque de pratique? Ouais, non, mais il faudrait vraiment que je m'y remette et que... En fait, ce dont j'ai beaucoup de mal, c'est l'écoute. C'est-à-dire que, bon, aussi parce que du coup, avec le temps, je n'ai plus de vocabulaire, etc. Ok. Donc, je pense que maintenant, j'ai du mal à parler. Mais déjà à l'époque, quand j'avais un peu de vocabulaire et que j'arrivais à parler, je ne comprenais rien aux exercices audio qu'on te faisait passer, etc. Ok. C'est assez atroce. Et du coup, je panique, je me mets à... Je panique tellement que du coup, je n'écoute plus rien et je ne comprends rien. Et je ne sais pas s'il arriverait à tenir une discussion. Il faudrait vraiment que je m'y remette. Bah, ça te dit, on essaye parce qu'il y a mon ami, enfin, c'est juste pour faire les présentations. Mon ami du Nigeria. Bon, je sais pas s'il y a du. Il me dit Chaotique. il est allé chercher à manger, donc je sais pas à quel point il y a du bruit. Mais faire les présentations avant notre prochaine correspondance artistique, et puis on verra. Comme on dit, je suis géographe. Ah, je saurais pas dire non plus. Tu t'occupes de chimpanzés. Je vais procher. Je vais aller pomper un peu sur Google Trad. Mr. Lamba, Yo, how you doing? I'm good. How are you? Là, I'm awesome. So this is Sarah. She's taking care of chimpanzees in Ivory Coast in an animal, was it, sanctuary? Yeah. And she wants to practice her English. So if she tags along on our talks, it'll be a good way for you to practice your French or to learn French as she learns English. I mean, yeah, English. Yeah. Brother, what French do you know? I know few artistic. Flou artistique. Ça te donne une idée des discussions qu'on a. donc même le bonjour, quoi, il n'est pas connu. You know bonjour? Do you know bonjour? Bonjour, of course I know bonjour. I know Okay. comment ça va, I know. Bonjour, croissant. Il regarde Emily in Paris, donc les seuls rêves qu'il a, c'est de la série. But brother, if you can't hear us, it's not really convenient. We should set this up for another time. Yeah, maybe we should. I can, but I have to use the headphones and my mouth and all of those. Yeah, let's. If we even did, but yeah, let's talk another time. Alright. Bon, il a pas le. But Say again. I said my regards to Sarah. How do I say it's nice meeting you in French? Ça, tu comprends ou pas? En fait, c'est que j'entends même pas de... Ouais. Je chante pas bien même parler anglais. How do you... Nice to meet you, c'est ravi de faire ta connaissance. Ah, nice to meet you too. Ah, Let's keep it to that, brother. And catch up later. all right, take care. Take care. J'imagine que tu as aussi, depuis que tu habites en Côte d'Ivoire, appris à gérer tout ce qui est problème de connexion Internet, coupure d'électricité, qualité catastrophique. ça Ben, va. ça va? Ça va. Non, bah en vrai, là, tu vois, la Wi-Fi et tout, j'ai même pas la fibre. Ok. On commence à avoir la fibre pour Abidjan, enfin, ça va même, je pense, un moment. Ouais. Donc, j'ai même pas la fibre et je trouve que ça fonctionne quand même plutôt bien. Même quand je suis en 4G, tout ça, ça capte bien quand même. C'est plus nécessairement quand on est dans les villages Ouais. que, enfin, moi, quand je suis en forêt, nécessairement que
que j'ai pas de réseau, mais en vrai, c'est pas pire que quand j'étais en Guinée, quoi. Ok. Là, on est terrible. Il y a des moments où on ne pouvait pas bosser parce que il y avait rien, quoi. Pas de jus, quoi. Donc ouais, non, franchement, quand t'as fait la Guinée et quand tu viens en Côte d'Ivoire à Abidjan, c'est comme si t'étais en France, quoi. Ok. Ouais, tant mieux. Il faut force, t'as pas. Les coupures d'électricité, c'est chiant quand t'es en pleine nuit. Tu t'en rends pas compte tout de suite et tu te réveilles transpirant parce que ta clim ou ton... Ah, ouais. Et que si tu ouvres la fenêtre, tu vas te faire attaquer par un flot de moustiques. Les moustiques, ouais. Donc ça peut être un peu agaçant. Et puis les coupures d'eau, mais enfin en vrai, je suis pas dans le pire des quartiers, quoi. Donc, Ok. je peux pas trop parler, je pense, qu'il y a des quartiers C'est que ça va. qui sont pire. Ouais. Non, franchement, à Abidjan, c'est pas si terrible. Sinon, on resterait pas. Babi. Ah, Babi. Ah, Babi. Babi est doux, ouais. Ouais, comme on dit. Ouais, c'est ce que l'expliquait. Ouais, j'en parlais tout à l'heure à quelqu'un. Parce que je sais plus à qui je disais ça. Abidjan est doux, tout ça. Et que c'était une explication, mais que je pense Abidjan est doux que pour certaines personnes. Enfin, on en revient toujours au même sujet, mais quand tu as l'argent, etc., nécessairement, qu'Abidjan est doux. Mais, je connais des gens, par exemple, qui vont dire que c'est pas possible d'être yeux clairs à Abidjan, quoi. Je veux dire, tu peux pas être sobre à Abidjan parce que c'est trop horrible. Et je comprends aussi un petit peu ce point de vue, même si bon, je suis pas trop pour l'alcoolisme, mais je comprends que la vie est pas facile et que c'est dur de faire l'argent. Donc bon, c'est doux quand tu as eu la chance d'aller à l'école, quand tu as eu la chance de pouvoir suivre des études supérieures et que tu as un job un peu bien rémunéré parce que tu as un niveau d'études. Ça, c'est ça l'avantage, je dirais, en Guinée, mais en Côte d'Ivoire. Mais c'est que quand tu es diplômé, tu vois vraiment la différence. Ce qui n'est pas le cas en France. En fait, en France, tu peux être bac+5, tu vas quand même être payé 1003. Alors qu'ici, il y a quand même un grade différent. Tu vois, à partir du moment où tu es diplômé, tu vas toucher un peu plus quand même. Ouais, ça, je crois que mon papa, il me l'a bien fait comprendre à travers son éducation. Mais ça sera aussi l'occasion de parler des différences culturelles la prochaine fois. Et pour anticiper notre prochaine correspondance artistique, est-ce que tu joues d'un instrument ou aimerais jouer d'un instrument ou tu as un talent pour le chant ou quelque chose comme ça? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vraiment, la musique, c'est pas du tout un truc qui... Tu peux faire d'autres choses. Tu peux essayer de faire d'autres choses. Manuel, par exemple, mais... T'as dit quoi? D'autres choses manuelles. Ah, ok. Je peux essayer de faire des petits dessins comme toi, par exemple. Je peux essayer de faire du crochet. Je regarderai une vidéo YouTube pour voir comment on fait, mais... Oui, non, ce que tu aimes faire, tu vois, je sais pas si tu t'es découvert une passion pour, tu disais le tissage ou... J'ai envie, par exemple, d'apprendre à coudre. J'ai envie d'acheter ma machine à coudre et de pouvoir faire des créations. Et du coup, avec ça, tu vois, dernièrement, j'ai acheté des tissus et j'ai regardé un peu ce que j'aimerais qu'une couturière en fasse parce que je ne vais pas cacher un support avec des talents que je n'ai pas. Et du coup, pareil, sur un calepin, j'ai commencé un peu à dessiner. C'est comme elles font les meufs dans la mode, là, dessiner des petits corps avec des petits vêtements. Et je trouvais ça drôle. J'allais faire un atelier aussi pour apprendre le crochet. Franchement, j'ai aucune base, j'ai vraiment rien retenu, mais au moins, je suis repartie avec mon petit crochet, ma petite pelote. Donc, je peux tenter un petit porte-clés, peut-être. Vas-y. Ça ne dirait pas grand-chose. Je vais t'envoyer l'Instagram d'une amie qui est designer, qui fait elle, des vêtements. Elle est à Londres, mais elle vient de Suisse aussi. Ça te donnera peut-être de l'inspi pour tes débuts. Après, c'est vrai que je suis pas non plus trop penchée mode. Enfin, quand je vois tout ce qui se passe à la Fashion Week et tout, je suis quand même à côté du truc, quoi. Mais par contre, les vêtements en tissu traditionnel ici, en Côte d'Ivoire, etc., notamment les vêtements soit très amples, genre un peu comment dire, c'est un peu des peignoirs avec des beaux pantalons, des beaux ensembles, ou alors des robes un peu cintrées dans des beaux tissus, des kampala ou des choses comme ça, ça m'attire. Je pense que ça te parlera ce qu'elle fait parce qu'elle est nigériane et elle fait justement
ce pont culturel dans ses créations. Et si tu parles de très ample, c'est dans la direction de ce qu'elle fait. Donc tu me diras. Tu me Ouais. diras. Non, ouais. J'essaye de. Ça fait quelques années que je travaille beaucoup, je trouve, et que, en fait, le seul moyen que je trouve pour décompresser, j'avais arrêté les réseaux sociaux quand j'étais en Martinique. Mhm. J'étais arrivée en Martinique, je me dis, cette expérience a plu. Et du coup, j'avais enlevé tout, quoi. Et du coup, je ne scrollais plus et je ne perdais plus de temps à scroller. Et les journées étaient tellement longues. Et le problème, c'est qu'en travaillant dans l'asso et du coup, en ayant de nouveau les réseaux sociaux, bon, d'un côté, c'est hyper pratique parce que dès qu'il y a un événement ou un truc comme ça, une activité, moi, je suis très... enfin, par exemple, un truc de poterie, hop, Instagram va me tenir au courant parce que je vais avoir une pub personnalisée, tout ça. Donc, c'est quand même hyper pratique pour ça. Mais la perte de temps, quoi. Mhm. Scrolling, et je reviens à ça et ça me... Ah! Et j'essaye le soir de lâcher le téléphone. J'ai acheté un livre et j'essaye de lire, j'essaye de faire des trucs. Mais on se rend compte que le téléphone, c'est une horreur. Mhm. T'as pas de maquis en bas de chez toi, du coup. Si j'en ai, mais j'avoue que je T'aimes bien être au calme après une pas journée. toujours animée. Ouais, ok. Ça, là, tu vois, par exemple, pas de musique, c'est qu'ils sont pas trop ouverts. Des fois, il y a les seuls, c'est compliqué. En fait, mon travail fait que j'ai beaucoup de stimulation certaines journées. Il y a vraiment des moments où j'ai des journées où j'essaye de bien les remplir, j'essaye de bien rentabiliser toute ma journée. Donc, des fois, ça m'est arrivé de partir à 8h de la maison et à revenir à 18h. Et quand du coup, tu travailles de la maison à la base, hein, quand tu travailles un peu de ton bureau qui est en fait ton chez toi, des grosses journées comme ça, pour moi, ça paraît être une grosse journée parce que je suis pas habituée, etc. Mhm. Et parce qu'en fait, c'est pas une journée où tu es assis à rien faire. C'est une journée où je cours un peu partout, où j'ai des rendez-vous, ou alors je vais chercher des trucs, bref, c'est ça. Donc, des fois, c'est un peu compliqué de sociabiliser. Mhm. Et que quand tu es une femme blanche dans un maquis, Ouais, pas nécessairement venir un peu t'embêter, ouais, te demander pourquoi tu es seule. Enfin, Ouais. les gens pourquoi tu me manques. ouais. Et puis, ouais. Puis j'ai essayé, hein, des fois, mais je me suis vue perdre de l'argent dans des trucs qui n'étaient pas si bons que ça et astronomiquement chers parce que j'avais pas fait gaffe sur la carte. Mhm. Mais j'ai essayé, ouais. De temps en temps, ça m'arrive. Donc la vie sociale, c'est difficile, tu dis, pour toi. Non, 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 je dirais pas ça. Pas du tout. Enfin, il y a des moments où j'ai besoin de recharger ma batterie parce que parfois, quand tu sors, c'est des surstimulations, notamment de la part des hommes. Et puis, dans certains quartiers, on va te regarder, etc. Donc, moi, c'est pas toujours évident. Mais non, non, après, sinon, j'ai une vie sociale bien remplie. Mais par contre, des fois, j'aime bien effectivement faire des trucs seule. La dernière fois, je suis sortie en soirée seule. Alors, il y a des gens, ils vont s'arracher les cheveux à me dire, mais comment ça, t'es sortie seule? C'est pas du tout sécure. Et pourtant, depuis que je suis en Afrique, je crois que je me suis jamais autant sentie en sécurité. Ok. Chacune pour soi, le soir. Donc voilà, non, non. Et puis le fait que, en fait, j'ai un type de contrat. Normalement, je suis en volontariat service civique. Mhm. Et donc, du coup, je suis en quelque sorte accompagnée par une structure qui s'appelle France Volontaire, qui Mhm. regroupe un peu tous les volontaires de tous les types de volontariat possibles, les bénévoles aussi, etc. Et donc, il y a aussi bon, c'est plus des expats du coup nécessairement, mais il y a des petits événements auxquels je peux participer. En fait, je vais souvent aller seule à des événements et c'est là que je vais faire des rencontres, Ok. je vais discuter. Là, c'est toujours un peu lié parfois à mon travail. C'est-à-dire que des fois, même quand je fais un truc à titre perso, par exemple, là, dimanche, je suis vraiment allée là-bas à ce petit événement avec des exposantes en me disant c'est pour moi, etc. Et je me retrouve à me dire putain, j'ai pas pris mes cartes de visite Mhm. parce que j'étais en train de parler de projet avec des gens à me dire ah, ça pourrait être hyper pratique, ça pourrait être un partenariat, ça pourrait être machin. Mhm. Voilà. Mais non, non, ma vie est bien remplie quand même. Avec des gens de l'assaut aussi, plein de sorties, des choses comme ça. Mhm. Ok. En tout cas, bien. Ouais. C'est rare quand je chante, je le fais bien. Si je veux t'envoyer les liens, toi, tu as un Instagram perso ou bien je les envoie sur l'Instagram de l'asso et tu récupères. Non, j'ai un Instagram perso. Ok. J'ai un Instagram perso, j'ai personne qui me suit et moi juste je suis des personnes, mais Ok. j'ai pas de photo, j'ai rien. Ok.
Bah, je te transférerai sur WhatsApp les profils et puis tu verras comment tu les récupères. Ouais. Merci beaucoup pour cet échange. J'essaierai en anglais, la prochaine fois, le résumer avec toutes ces notes à Tolu Lopé, si c'est lui, ou peut-être que je te présenterai quelqu'un d'autre qui fait partie des projets artistiques. Et je t'enverrai par mail, si tu peux m'envoyer ton mail sur WhatsApp, je t'enverrai par mail un des projets sur lesquels je travaille. Et ce que tu as mentionné par rapport aux femmes et comment tu voyais les choses, ça m'a fait penser à ça. Donc peut-être que ça fera écho avec certaines de tes idées et que ça pourra donner quelque chose, juste avoir ton point de vue. Mais c'était un plaisir de pouvoir apprendre à te connaître un peu mieux, voir qui se cache derrière l'Instagram de Akatia et qui contribue à faire vivre l'association, parce que c'est un gros boulot. J'ai vu quelques petits documentaires, celui dont tu avais parlé qui était passé sur France 2, que ce soit sur le terrain ou dans les coulisses. Je sais que c'est énormément de travail. J'ai passé qu'une seule journée avec Virginia dans son sanctuaire, donc je sais que faire ça 365 jours par année, c'est beaucoup d'investissement, parce qu'il n'y a pas de pause, parce que les chimpanzés, ils font pas de pause non plus. Ouais. Ouais. Et citoyenne du monde ou maman du monde, c'est des mots qui te vont bien. Donc merci pour tout ce que tu fais pour la faune et la culture de mon pays d'origine. Et peut-être qu'on aura l'occasion de se voir une fois en Côte d'Ivoire et de visiter l'association. Ce serait cool. J'espère. Ce serait cool. J'espère pour toi, en tout cas. Ouais. Ouais, c'est en train. Parce que je pense que tu trépignes un peu par patience. Ouais. Ça te rapproche de plus en plus ces interviews de là, donc je pense que les gens te mettent un peu l'eau à la bouche. Ouais. Non, j'ai hâte. J'ai hâte de revenir au pays. Ben, merci beaucoup, Sarah. Bonne soirée. Et vous avez combien? Là, tu as 1 heure de plus ou 1 heure de moins? Par rapport à la France, on a 1 heure de moins. Ok. Non, il est 19h40. Et pour il me semble qu'il est 20h40. Ouais. Et là, je pense que dans pas longtemps, on va avoir 2 heures. Enfin, s'il change encore l'heure en France, on aura 2 heures de différence. Ok. Ça marche. À partir du 21h. Ok. Ok. Merci beaucoup. Bonne soirée. À la prochaine. Ouais. Bye. Je te ferai suivre l'enregistrement aussi. Ok. Pas de souci. Bye. Pas de souci. Bon, je n'ai pas beaucoup parlé de l'association, donc je ne sais pas si ce sera exploitable. De ta rencontre avec Hakim. Ouais. Ouais. Ah ouais. Mais ouais. Et la prochaine fois, on peut faire une spéciale à Katia. Avec... Pas grave. En anglais. Ouais, et puis faire des dessins, des trucs, là. En Côte d'Ivoire, on parle français. On a beaucoup plus de gens qui nous suivent qui sont français. On a des sous-titres anglais pour les autres, d'accord? Ok. Ça marche. Je vais pas me tenter à l'aventure parce que je ne vais pas beaucoup dialoguer sur le sujet. En français, alors. Au plaisir. Okay. À bientôt. Okay. Bye. Merci beaucoup. Oui. Who am I?